Bonjour, bonjour à vous. Merci d'être là en ce début d'après-midi pour parler du thème éditrice, autrice, auteur, quelle alchimie. Je vais commencer par une très courte citation. C'est dans La Nuit du 12, le film de Dominique Moll qui est sorti il y a peu de temps et qui est excellent à mon goût, enfin que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, et où ça se passe vers Saint-Jean-de-Maurienne, je crois, dans ce coin-là. Il y a des femmes qui sont brûlées vives, il y a des enquêteurs qui piétinent, tout ça. Et à un moment arrive une jeune inspectrice, Nadia, et voilà ce qu'elle dit. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ça soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Alors, justement, au moins en littérature, peut-être, on verra ce qu'en disent nos invités, mais ça tord peut-être un peu le coup à ça, parce qu'il semblerait que ce sont majoritairement des femmes qui éditent des polars, des romans noirs, et puis un certain nombre aussi qui en écrivent. Donc, on a trois éditrices parmi nous, et que je vais vous présenter et faire parler. Mais on peut dire aussi qu'il y avait jusqu'à tout à l'heure Jeanne Guyon, éditrice chez Rivage, et il y a dans la salle là-bas Caroline de Benedetti qui dirige la collection Fusion chez La Talente. Donc voilà, on a... voilà, alors, avant qu'on attaque le cœur du débat, je pense que il faudrait peut-être que, moi en tout cas, je souhaiterais que chaque éditrice dise quelques mots sur la maison où elle travaille, qu'elle représente ici. Alors, évidemment, je pense commencer par... la maison historiquement la plus ancienne, et donc pas du tout, enfin de la collection, si je crois qu'elle est née en 45, mais tu le diras beaucoup mieux que moi, vous le direz beaucoup mieux que moi, Stéphanie Delestré, et donc voilà, qu'est-ce que c'est la série noire aujourd'hui, puisqu'elle a beaucoup évolué? Micro. Ça marche? Oui, ça marche. Donc la série noire, c'est une collection qui date de 1945, qui a été créée par Marcel Duhamel, et dans laquelle... Oh, c'est très étrange. Et dans laquelle étaient essentiellement publiés des auteurs américains, juste après la guerre. Et puis petit à petit, il y a eu des auteurs français. Je ne vais pas vous faire un historique complet parce que ça va enquiquiner tout le monde. Mais aujourd'hui, la série noire, c'est quand même cette collection qui a une très longue histoire, une des plus longues histoires des collections de polar en France. Et donc des grands noms du polar étranger et français. Et le rôle d'une directrice de collection, c'est à la fois de faire perdurer ces grands auteurs qui font l'histoire du roman noir, et de trouver de nouveaux auteurs qui seront les grands auteurs d'aujourd'hui et de demain. Merci. Alors, il me semble qu'il faut en profiter pour présenter à chaque fois l'autrice ou l'auteur qui vous accompagne. Là, en l'occurrence, c'est un auteur. Il s'agit de Marin Ledin, je pense relativement connu en ces lieux. Mais Marin Ledin, vous pouvez nous dire quelques mots sur Le Rameau Diable, qui est le troisième livre que vous avez publié à la série noire chez Gallimard. C'est même le quatrième. Le quatrième, ouais. Pardon. Le Rameau Diable est un roman qui essaie de raconter à travers le prisme d'une petite dizaine de personnages comment s'est construit le lobby de l'industrie du tabac à partir du milieu des années 80, c'est-à-dire au moment où on commence à légiférer
pour interdire la cigarette dans les lieux publics. Enfin, il y a toute une législation un peu répressive qui se met en place, enfin répressive ou nécessaire, hein, voilà. Et comment l'industrie du tabac va s'adapter en développant la marque, en développant son marketing voilà. Et donc on va suivre l'histoire de braves hommes et femmes qui font tout ce qu'il faut pour vendre des cigarettes. Voilà. Eh bien, merci Marin. Après, je voudrais donner la parole à Gwenaëlle de Noyer. Gwenaëlle de Noyer qui représente la collection Cadre Noir chez Seuil, qui la dirige depuis quelques années. Si je crois que Cadre Noir a fait suite à une collection qui s'appelait Seuil policier, mais je vais vous laisser nous en parler un petit peu. Oui, je vais essayer d'être aussi brève que Stéphanie. Là, on n'est effectivement pas dans le même cas, puisque effectivement, la collection Seuil policier datait des années 90 avec des auteurs, sans doute que vous connaissez, comme Michael Connelly, des choses comme ça. C'était un petit peu l'âge d'or. Et il y a quelques années, mais effectivement, c'était essentiellement des auteurs étrangers. C'est peut-être là où il y a un petit parallèle. Et il y a quelques années, le Seuil, se réveillant peut-être un petit peu tard, d'ailleurs, j'ai envie de dire, s'est dit qu'il allait peut-être falloir quand même commencer à miser sur les auteurs français. Et voilà, c'est en partie pour ça qu'on a créé une nouvelle collection, qu'on lui a changé son petit nom pour devenir Cadre Noir, pour également ouvrir un peu les frontières du genre, parce que c'est vrai que Seuil policier, c'était quand même un petit peu restreignant. Et voilà, ça correspond avec mon arrivée. Donc mon rôle a été principalement de développer le volet français de la collection, et de fait je pense que oui, on a essayé de faire une collection qui contient à peu près 75% de français, et du coup de tout nouveaux jeunes auteurs. Enfin, c'est pas le cas de Catherine, mais enfin, je ne parle pas de ton âge, hein, mais de on va laisser tomber les histoires d'âge. Non, mais voilà, peut-être qu'on peut justement parler du livre de Catherine, qui, à mon sens, je pense, représente bien ce que j'essaye de faire dans la collection, c'est-à-dire des livres qui ouvrent, qui poussent un peu les frontières du genre polar, puisqu'il y a quand même pas mal de fantastique dans ton livre. Voilà justement Catherine Dufour qui accompagnait Gwenaëlle de Noyer. Vous êtes connue essentiellement pour des romans, des nouvelles, dans des registres qui sont ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire aujourd'hui, mais enfin plutôt fantastique, fantasy. Et puis il y a Au bal des absents, paru donc en Cadre Noir, qui justement pousse les frontières du genre. On est loin d'être dans un polar, si on peut dire ça comme ça. Mais je vais vous laisser peut-être nous en dire quelques mots de ce roman. Oui, en fait, moi j'ai surtout fait ce polar parce que Gwenaëlle me l'a demandé, parce qu'on s'entendait bien. Et effectivement, si, c'est quand même l'héroïne est quelqu'un qui a travaillé dans la police, mais de façon très limitée. Et elle va avoir à résoudre une enquête, parce qu'en fait, elle est au chômage, elle est SDF, elle est à la rue. Et elle trouve... C'est une femme qui est sans domicile fixe, elle va trouver une maison qui est sans habitant fixe. Donc elle se dit on est fait pour s'entendre. Et malheureusement, la maison est hantée. Donc on est un peu loin du polar classique. Tout à fait. On va passer alors à une collection qui est un peu différent, parce que c'est une collection qui s'adresse à, mais vous allez nous le dire, Clémentine Thiebaud. Il y a l'an dernier, je crois, vous avez pris la direction d'une nouvelle collection aux éditions Inuit, qui s'appelle Faction. Et voilà, qui produit des textes noirs, un peu énervés, mais en prise avec la société réelle. Voilà, parlez-nous de cette collection, comment ça a démarré et quel est le projet. Comment ça a démarré, je pense comme beaucoup de projets, par une rencontre
et une idée un peu improbable. Donc c'est une collection jeunesse, plutôt des romans noirs sur un format court, et avec l'idée d'avoir en fait la possibilité d'une langue et surtout de sujets très libres, pas de tabou, avec comme envie de pervertir la jeunesse. Voilà. C'est bien parti. C'est très très bien parti parce qu'en plus donc la collection s'appelle Faction et il y a un certain nombre de noms bien énervés qui sont associés à ce projet, des auteurs et autrices que je ne remercierai jamais assez d'avoir accepté de se lancer dans cette idée complètement débile. Faut dire ce qui est. Mais de qualité. De très grande qualité. Ouais, on a de très grands textes et avec plus sérieusement des sujets, je trouve, hyper importants en fait, et très politiques. C'est de pouvoir aborder des sujets contemporains, de société, les violences sexuelles, toutes ces choses qui concernent tout le monde, et y compris les jeunes, me semble-t-il. Alors, eh bien, l'autrice qui vous accompagne, c'est Rachel Korenblit, qui a écrit La mer sans le bleu pour la collection Faction. Rachel Korenblit, elle est connue pour avoir écrit de nombreux romans pour des jeunes d'âge divers, je pense. Mais La mer sans le bleu, quelques mots. Alors c'est vrai que moi je viens de la jeunesse. On parlait plus d'âge, mais j'y reviens un peu lourdement. Juste pour alors La mer sans le bleu, je crois que pour reprendre un peu Clémentine, cette idée de partir sur des sujets dont on ne parle pas forcément. C'est vrai que en jeunesse ou en littérature grand ado ou young adults, terminologie moderne, des personnages qui ont entre 15 et 20 ans, avec des thématiques qui sont, dont on ne parle pas forcément, des thématiques que je dirais aiguës, qui touchent la société, qui abordent des sujets difficiles. Tu disais, moi mon roman, il parle d'emprise. C'est un sujet qu'on voit, dont on en traite dans la littérature noire, dans le rapport le rapport au contrôle, et on en parle entre adultes, mais très peu dans le rapport avec les ados. Et donc mon histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver loin de chez elle, en Guyane, pour des raisons que vous découvrirez dans le livre, et qui va rencontrer le meilleur ami de son père. Et c'est quelqu'un qui va aller jusqu'à la tentative de viol. Et j'emploie le mot viol parce que voilà, c'est un thème en littérature jeunesse que l'on peut aborder, dont on parle. Il faut trouver les mots justes, il faut trouver le cadre. Et la collection Inuit nous permet, je dis nous parce que Marin Ledin a aussi publié son texte dans cette collection, nous permet d'aborder ces thèmes avec une ampleur qui est assez agréable à écrire et j'espère agréable à lire. Un des autres principes de ma collection, c'est d'aller piquer des auteurs chez les voisins. Donc je vais voir chez Gallimard s'ils acceptent de me prêter un auteur, etc. Voilà. Tout ça, une grande famille. Alors, ce que je pense, puisqu'on s'interroge un peu, le public ne sait pas forcément comment les choses se passent. Comment s'effectue d'abord le choix, comment vous vous êtes découvert et éditrice et autrice ou auteur. Stéphanie Delestrée, Marin Ledin, c'est une assez longue histoire, mais vous pouvez en parler un tout petit peu quand même pour dire au-delà de ça comment ça se passe entre chacun de vos métiers. Tu parles de la petite histoire ou de la grande? Oui, de l'histoire que vous avez envie de raconter, Marin. Comment nous nous sommes rencontrés? Pardon, je vous ai tutoyé. De rien. Excusez-nous, nous nous connaissons un tout petit peu. Nous nous sommes rencontrés avec Stéphanie Delestrée à l'époque où elle dirigeait une collection aux éditions Baleine qui s'appelle Le Poulpe, que vous connaissez peut-être si vous appréciez les littératures policières.
et énervé. Je venais de publier un livre, mon premier roman à la série noire, avant de la quitter brièvement pour y revenir des années plus tard. Une amitié est née en même temps qu'un rapport d'éditrice à auteur sur le texte qui s'appelait Un singe en Isère, je crois, qui est paru en 2010. 2010, oui, c'est ça, donc c'était déjà il y a un certain temps. Et Stéphanie, il se trouve que Stéphanie est devenue une espèce d'éditrice officieuse. J'ai continué chez d'autres éditeurs, j'étais chez Flammarion, j'ai été au Seuil. Stéphanie m'a toujours accompagné, soit par des conseils, soit par un travail direct sur le texte, soit par tout cet amour qu'elle a pour le genre, et puis le fait qu'elle semblait apprécier et semble toujours apprécier mon travail. Et quand elle s'est retrouvée à la tête de la série noire, il se trouve que ma collaboration avec les éditions Flammarion s'arrêtait à ce moment-là. Et voilà, on est reparti ensemble cette fois-ci pour de bon à la série noire. Avec c'était La vie en rose. Non, Salut à toi mon frère. On a commencé par ça, puis La vie en rose, et puis voilà. Oui, excusez-moi d'avoir oublié la première série noire d'une autre époque avec un autre éditeur. Stéphanie Delestrée, des choses à ajouter là-dessus, ou au-delà sur le travail qui est différent, j'imagine, avec chaque autrice, chaque auteur Alors, le travail de l'éditeur, je pense, est d'aider un auteur à aller au bout du projet littéraire qu'il s'est donné. Hein. C'est la raison pour laquelle on peut parfaitement lire de bons textes et de bons manuscrits, mais pour autant ne pas travailler avec un auteur quand le texte ne correspond pas aussi à ce que les lignes éditoriales... je suis en train de bafouiller terriblement, c'est horrible. Non, je vais reprendre. C'est le micro, ça m'impressionne énormément. Donc le boulot de l'éditeur, c'est d'aider un auteur à aller au bout de son texte. C'est-à-dire vraiment, donc l'auteur, il est tout seul quand il écrit du mieux qu'il peut, il construit, il a une histoire, il a des personnages, mais il mouline tout ça dans sa tête. Et avec pas grand monde, enfin peut-être son entourage, mais pas grand monde pour lui renvoyer une image autre que celle que lui-même s'est forgée. Donc le rôle de l'éditeur, je crois, on verra, mais le rôle de l'éditeur, c'est d'aider l'auteur à aller au bout de ce projet-là, au maximum de ce qu'on peut l'aider à faire. Voilà. Donc, et je dis ça pourquoi ? Voilà, ça c'est le rôle, c'est notre rôle. On est dans le sujet, hein. C'est bon. Oui, pour compléter sur effectivement qu'est-ce que c'est qu'être éditeur. Après, effectivement, ça dépend d'où on vient. Comme vous l'avez compris, par exemple, Stéphanie gère un patrimoine, on peut appeler ça comme ça, la série noire. Moi, j'ai pas du tout à faire ça puisque c'était tout nouveau. Donc peut-être, moi, par exemple, pour découvrir, tu demandais comment vous demandiez comment on arrive à choisir les textes. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, parce que ça peut paraître un peu mystérieux. En premier lieu, c'est pas une légende par la poste. Moi, j'ai publié un certain nombre de romans arrivés par la poste. Après, il y a des milliards de biais, et un des biais, c'est celui de... Moi, là, je suis lectrice. Il y a des auteurs que j'adore. Vous en avez une juste à côté de vous. Moi, j'étais première fan de Catherine Dufour depuis un certain temps. Et à un moment donné, on ose prendre, en l'occurrence, je ne sais plus quel média j'ai pris, mais mon mail, peut-être, je me souviens plus. Je pense pas que je t'ai appelé, j'aurais pas osé t'appeler. Et j'ai dit, voilà, j'adore ce que vous faites. Est-ce que vous verriez faire quelque chose qui pourrait rentrer dans la case de la collection Et puis ça s'est fait comme ça. Tu m'as dit oui tout de suite pour des raisons qui m'échappent encore, mais j'en suis très très contente. Et voilà, donc ça c'est aussi un des premiers lieux, c'est qu'on va chercher aussi... Enfin, c'est pas une question de débaucher, c'est juste que je savais que j'embêterais personne, étant donné que je n'avais jamais vraiment publié en polar. Il n'y a pas d'autre éditeur qui allait me taper sur la tête. Mais voilà, et peut-être tu expliques pourquoi tu as dit oui, fait cette folie. Beau.
Ah, ça y est. Oui, je voulais moi, saluer ici le travail de Gwenaëlle parce que globalement, quand vous êtes auteur, alors il y a les auteurs qui veulent qu'on touche pas une virgule de leur texte, il y a les auteurs au contraire qui ont envie qu'on travaille, que l'éditeur travaille le texte avec eux. Moi, je fais partie de la première catégorie. J'essaie de rendre le travail le plus abouti possible et je veux pas qu'on y touche, mais ça n'empêche que j'ai pas le recul nécessaire sur mon texte. Et il y a certains éditeurs qui disent « Oh c'est très bien, allez hop, on imprime ». Il y a certains éditeurs qui vont corriger les virgules, mais pas plus. Et puis, il y a des éditeurs qui font un travail remarquable. C'est-à-dire qu'ils comprennent votre texte, votre personnalité, etc. Et qui savent vous dire exactement là où il y a une transition qui manque, là où c'est pas clair, alors que ça vous paraissait limpide. Et la meilleure là-dedans, c'est Gwenaëlle. S'il y a quelqu'un qui veut se faire publier, franchement... voilà, moi je suis prête à payer de ma poche pour qu'elle revisite mes prochains romans. J'ai rencontré des dircoles pas très impliqués. J'ai rencontré des dircoles plutôt efficaces. Directrice de collection à l'espèce. La meilleure, c'est elle. Voilà, merci Gwenaëlle. Non, c'est toi, Clémentine, enfin. Je m'inscris en faux. C'est bien cette exquise courtoisie qui vous anime tout de même. Mais alors, Clémentine Thiebaud et Rachel Kornblit, d'ailleurs, mais vous, Clémentine, vous nous avez déjà dit, en dehors du fait d'aller, évidemment, vu le type de la collection qui est à côté, vous pouvez débaucher allègrement, mais comment s'est passé, par exemple, la découverte, la rencontre, le fait d'éditer Rachel moi, vous me demandez pas comment je perçois le métier d'éditeur. Si. Mais on a le droit de changer l'ordre des choses. Ah non ouais, mais du coup, je suis complètement perturbée. Je pense qu'il y a deux. Donc, je vais répondre d'abord à la question que vous m'avez pas posée. Merci. Non, mais quand même, en termes de crédibilité, c'est franchement, c'est pas parce que. Bah ouais, Voilà. C'est pour ça qu'on n'avait pas de vin à table à midi, Rachel. Moi, je pense que pour moi, le travail d'éditeur, d'éditrice en l'occurrence, c'est un mélange de. Je pense que c'est entre la menace et le chantage affectif. Il n'y a rien de tel. Et alors, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ça dépend. Ça dépend des gens, franchement. Parce que tu débutes dans la profession. Ah oui, mais du coup, j'ai plein d'énergie. Après, il n'y aura plus que la menace, en fait. Oui, mais alors du coup, pour l'instant, j'ai trouvé la solution de ne travailler, alors d'abord qu'avec des gens qui voulaient bien travailler avec moi, mais que des gens que j'aime et qui ont énormément de talent. Et du coup, moi, j'en fais le moins possible. Une éditrice, c'est un peu comme un berger gardien de brebis sardes. Oui. Vous pouvez expliciter? Oui, vous avez c'est une famille, une collection. Oui. Comme alors je vais pas dire troupeau parce que je pense que tu. Pardon. Revenez, ne partez pas. Bien joué. Bien joué. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Donc, et oui, je sais. Donc, cette coloration éburnée de tes propos me laisse sans voix par rapport à la. Ouais. En fait, comment on s'est rencontrés? Peut-être que je vais répondre à cette question-là. On s'est rencontrés grâce à Marin. Qui a présenté nos textes à toi. Et c'était... en fait, ce sont deux textes qui se répondent, qu'on a écrits, qui se font écho. Et tu les as lus et je crois qu'on s'est appelé ou joint et en fait, on ne se connaissait pas. Et sans se connaître, il y a eu une sorte de facilité et d'évidence dans la communication, dans le travail. Alors moi, je suis tout le contraire de toi. Ce que j'écris, en général, je me dis, mais bon sang, pourvu qu'on me donne, voilà, j'ai besoin d'un regard. Je sais que c'est jamais où je pense, enfin, c'est en termes d'aboutissement, c'est pas du tout abouti et j'ai besoin d'avoir du retour, même si on me dit il y a rien à faire. Mais si on me dit il y a rien à faire, j'ai du mal à le croire, mais je l'accepte quand même. Et on a travaillé le texte. On a travaillé pareil, de façon fluide et évidente. Et c'était un bonheur.
Donc il faut que je te le dise. Et c'est pas vrai que tu fais rien, parce que là aussi, c'est pas vrai. Ta lecture, tes pistes de retravail, elles étaient concrètes, elles étaient précises. Et je pense qu'effectivement, ça a permis d'aboutir et de finaliser le texte. Vous voyez l'intérêt d'avoir des auteurs de grand talent. Alors, on a parmi nous... on a parmi nous donc deux autrices, un auteur qui ont connu aussi des maisons d'édition différentes. Je voudrais savoir, parce que peut-être que les gens se posent la question, est-ce que c'est toujours un long fleuve tranquille? Est-ce qu'il y a éventuellement des désaccords, des conflits? Là, on a compris qu'il n'y en a pas, mais voilà, des difficultés. Enfin, qu'est-ce que... sans citer de maison, ça n'est pas la question, mais la question est plus générale. Ce qui est compliqué, c'est que quand vous vous retrouvez avec un livre entre les mains, ce livre-là, il a d'abord eu un premier lecteur ou une première lectrice d'importance. Enfin, il en a eu parfois un certain nombre, mais il y a ce moment important qui est celui où la personne qui vous édite va lire votre texte, va vous faire des propositions de correction, va le commenter, va l'aimer tout de suite, ou pas tout de suite, seulement après retravail, va deviner tout de suite ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce texte, ou va vous conseiller de le mettre dans un tiroir et de le garder dans plusieurs années, voire de l'enterrer définitivement. Et ça, cette relation qui se met en place, qui est une relation qui est basée... c'est une relation un peu étrange, c'est une relation à la fois de confiance, qui pourrait être proche, qui peut être très différente d'une relation professionnelle, qui peut être très froide, très simple, c'est oui ou c'est non, c'est pas aussi simple que ça. Et cette relation de confiance, elle va varier évidemment avec chacun de nos interlocuteurs. Moi, j'ai eu un certain nombre d'éditeurs, certains formidables évidemment, mais la relation est jamais exactement la même. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver finalement la personne qui connaît le mieux vos défauts, qui sait le mieux vous dire quand... Parce que c'est dur d'accepter parfois des critiques quand on a passé 6 mois, 1 an, 2 ans sur un texte. C'est parfois difficile à encaisser. Écoute, là, ces 3 chapitres, ils sont nuls, quoi. En fait, ils servent à rien. Et non, c'est jamais dit comme ça. Non, c'est jamais dit comme ça, mais ça dépend. Alors, par exemple, Stéphanie peut le dire comme ça. Et... mais elle peut le dire comme ça, avec le respect et la distance et le fait que notre relation de professionnel dure depuis un long moment, qui va faire que je vais l'entendre, que je vais être capable de l'écouter et éventuellement, alors pas toujours, de le changer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se construit et qui est assez lent. On est vraiment dans du temps long. Je dis toujours, il y a le temps de la lecture qui est un temps rapide, il y a le temps du commerce qui est un temps malheureusement de plus en plus rapide, du commerce du livre. Et puis il y a vraiment le temps du travail du texte qui se fait d'abord dans son coin, puis avec l'éditeur, l'éditrice, et qui peut être qui est assez long et qui est nécessairement long parce qu'il dépasse simplement le texte qu'on est en train de travailler. Moi, je pense bêtement à la résolution de mon énigme. Enfin, quand il y a des énigmes dans mes romans, il n'y en a pas beaucoup. Mon éditrice, elle pense à ce livre-là par rapport au précédent, par rapport au livre potentiel dont je lui ai déjà parlé, etc. Elle a une vision beaucoup plus générale, mais je dis peut-être n'importe quoi. Non, tu dis pas n'importe quoi. C'est vrai que et puis c'est aussi un livre qui s'inscrit, en tout cas pour ce qui concerne la série noire, ce qui est pas le cas forcément dans d'autres maisons, mais c'est vrai que pour la série noire, c'est aussi un texte qui s'inscrit dans une collection très particulière et qui est censé quand même coller à l'image. Alors c'est ça qui est un peu pernicieux, c'est qu'en fait le texte est censé coller à une image que les lecteurs se sont fait de cette collection. Voilà, donc si je publiais une enquête médiévale dans la série noire, je suis à peu près sûre et certaine que ce roman, aussi bon soit-il, ne trouverait pas ses lecteurs. Il y a des collections les grands détectives chez 10-18, qui en revanche font beaucoup plus de romans historiques. En fait, il y a quand même des petites spécificités dans les collections qui font que tel texte très bon peut aller dans une et pas forcément dans l'autre. Voilà. Et sur le travail avec les auteurs, alors oui, peut-être que j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être peut-être plus suggestive dans les commentaires et l'analyse que je faisais des textes auprès des auteurs.
Et puis, il y a eu un moment où je me suis bien rendu compte qu'en effet, et c'est aussi le paradoxe de ce travail, c'est que l'auteur, quand il vous rend un texte, il est quand même arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire et il en est généralement satisfait. Sinon, bon, il vous le rend pas ou il vous dit j'arrive plus, il faut que tu m'aides. Mais souvent, quand même, il a fini, il est plutôt content et plutôt libéré. En tout cas, si on parle de... Voilà, et moi je vais arriver et puis je vais voir des choses qui... Alors je vais voir ce qui est bien, parce qu'a priori le texte sera vraiment, vraiment bien, mais mon boulot c'est quand même de voir ce qui ne va pas ou ce qui va pas assez bien pour faire en sorte de l'améliorer. Et donc il faut pouvoir le dire aux auteurs, et les auteurs ils n'ont pas forcément envie d'entendre les critiques. Bon. Et si on dit peut-être que t'aurais pu... Tout ça, ils se disent oui, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Donc en fait, si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison, donc je ne le ferai pas. Voilà. Donc mon parti pris au bout de nombreuses années, c'est d'être un peu plus direct, un peu plus franche et de dire voilà, ça fonctionne. Non, ça on le dit pas parce qu'en fait, on prend pas les manuscrits quand c'est de la merde. C'est de mieux choisir tes auteurs aussi. J'essaie de mieux choisir mes auteurs, d'être un peu plus direct dans ce que j'ai à dire. Et par ailleurs, en fait, il y a quand même une règle simple, c'est que ça n'est pas du tout mon nom qui est sur le roman, c'est le nom de l'auteur. Donc une fois qu'on a discuté de ce qui va moins bien, pourrait être amélioré, si l'auteur ne veut pas changer quoi que ce soit, je veux dire, c'est à lui qu'éventuellement d'autres reprocheront, et les lecteurs en particulier, de ne pas avoir peut-être travaillé plus ou travaillé différemment. Donc le dernier mot va à l'auteur. Catherine Dufour, est-ce que c'est une expérience avec les différentes maisons d'édition où vous éditez, est-ce que c'est une expérience que vous partagez, le ressenti de Marin Ledin, la priorité avant tout de l'auteur? C'est complexe parce qu'un livre, alors, il y a la relation avec la directrice de collection, enfin là c'est la responsable éditoriale, bref, la femme ou l'homme qui va vous aider à finaliser le texte. Mais un livre, c'est une chaîne immense, hein. Après ça va passer par je sais pas, un correcteur, et puis je sais pas, il y a la couverture, il y a la distribution, il y a la diffusion, il y a la promotion. Il y a à peu près une vingtaine de raisons que ça cafouille. Et ça cafouille forcément. Moi, à chaque fois, je me pose pas la question est-ce qu'il y aura un problème sur ce livre, mais quel va être le problème? Est-ce que ça va être une grosse coquille dans mon nom sur la couverture? Est-ce que, enfin, voilà. Plus toutes les discussions au niveau du contrat. Que moi je ne signe jamais en l'état, surtout la fameuse clause comme quoi l'éditeur vous achète les droits d'auteur pour la durée légale, c'est-à-dire 70 ans après ma mort. Et ça m'angoisse totalement. Donc moi je propose toujours à l'éditeur, écoutez, on va mettre plutôt au jour de votre décès ou au mien. Et ça l'angoisse, et du coup en général, on transige pour 20 ou 30 ans pour un bouquin, parce que, 70 ans après ma mort, je trouve ça délirant. C'était quoi la question ? Non, mais c'est très intéressant, ça. Voilà, donc il y a 100 000 obstacles à franchir avant d'arriver au livre fini. Et je dirais que les relations avec la responsable éditoriale, à mon avis, c'est la plus agréable, la plus enrichissante, parce que pinailler sur l'alinéa 3 du paragraphe 5 du contrat, c'est quand même beaucoup moins intéressant que de discuter de l'essence même du texte. Gwenaëlle Denoyer, travailler avec vos autrices, vos auteurs, c'est aussi ce qu'il y a de plus passionnant, j'imagine. Oui, effectivement, je dirais que, ça paraît peut-être évident pour vous, mais pour nous, ça l'est un peu moins, qu'effectivement, je considère que c'est vraiment le cœur de mon métier, ce travail, ces allers-retours, ces rencontres, hein, parce que comme disait, je ne sais plus quelle politique hier, elle parlait beaucoup de rencontres, mais c'est effectivement ça au départ. Mais effectivement, comme dit Catherine, c'est mon quotidien n'est évidemment pas que du travail sur le texte. C'est beaucoup de choses en amont qui sont parfois passionnantes également, mais pas toujours très drôles, parce qu'effectivement, il faut mettre le livre, il faut mettre la chaîne du commercial en branle, créer des argumentaires pour la vente,
Bon, on va pas vous faire la chaîne du livre aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que c'est important de rappeler que c'est pas le métier d'éditeur n'est pas juste de travailler le texte avec son auteur, même si parfois on aimerait que ce soit juste ça, et que parfois on n'a pas le temps en fait. On est tellement débordé par plein d'autres choses que ce cœur de métier, parfois il déborde évidemment sur notre temps libre. Enfin, je suis pas en train de me plaindre, mais c'était quoi la question ? Vous y avez bien répondu, Ah oui. en tout cas, donc... Rachel Korenblit, est-ce que vous, avec le parcours que vous faites comme autrice avec différentes maisons d'édition que vous avez fait, est-ce que il vous amène les mêmes considérations, réactions ? Est-ce que c'est toujours simple ? Est-ce que... Alors, déjà, dans l'ordre, je crois que le point commun entre toutes les éditrices, parce que j'ai eu que des éditrices finalement, dans les maisons d'édition dans lesquelles je publie en jeunesse, c'est le point commun, c'est cette idée de confiance. Tu l'as dit au tout début, mais je crois que la confiance, elle est essentielle, c'est le cœur de la relation. C'est une confiance à laquelle il faut essayer de travailler le côté affect. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y mettre trop d'affect non plus, parce que si on y met trop d'affect, on est dans une relation de dépendance, de jugement, et ça devient un peu une torture, et c'est pas ça écrire, et c'est pas ça réécrire et être dans... Donc ôter l'affect et être dans la confiance. C'est le point commun avec toutes les éditrices. Après, c'est vrai que chaque maison d'édition, a une histoire, une identité, une ligne à laquelle on a la chance, avec laquelle on peut collaborer, faire évoluer, que ce soit, je vais peut-être citer Nathan, Bayard, Le Rouergue, et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, du coup... C'est confus chez nous. Non, je vais retrouver le fil. Et là, c'était super, là, et le mieux, c'était super avec... Mais en fait, la différence avec Clémentine, il me semble, si je dois analyser, c'est que c'est une collection qui se monte. Oui. Et donc, une collection qui se monte, c'est aussi une collection qui se cherche. Et du coup, on est dans ce process d'élaboration d'une identité qui n'est pas désagréable, mais dans lequel on contribue par les échanges. Et c'est passionnant et c'est pas forcément évident de participer à ce genre de collection qui trouve une couleur, qui trouve une identité, une voix. Alors, tu disais énervé, c'était ça l'idée de porter des textes forts, de présenter... et voilà. Clémentine Thiebaud, je pense qu'après cela, beaucoup de choses agréables ont été dites, mais vous avez peut-être, donné votre ressenti en tant que directrice de collection sur les rapports avec auteur-autrice, sur le travail. Oui, mais comme disait, je pense que la différence, ce que soulignait Rachel, c'est qu'effectivement, nous, c'est une collection qui débute, et que les premiers textes, en fait, les auteurs, ils sont aussi complètement partie prenante dans la constitution de cette identité-là, et qu'il y a peut-être moins la contrainte d'une identité qui existe déjà. Après, moi, je trouve que c'est à la fois c'est une rencontre, en fait, je trouve que c'est un plaisir très égoïste aussi quand on reçoit des textes, on commence à les lire et de les voir commencer à exister. Et en plus, c'est un acte moi je trouve ça hyper généreux un auteur qui vous envoie un texte. Et puis soit vous vous marrez, soit c'est un texte qui vous bouleverse. Et puis il va avoir toute cette histoire, mais qui devient une histoire commune. Et après, oui, je pense qu'il y a un peu aussi c'est une relation très complexe, parce que ce qu'on nous envoie, c'est pas une liste de courses non plus. Enfin, c'est pas un truc c'est pas un truc administratif désincarné. Ça porte quand même quelque chose d'assez personnel et d'assez intime. Généralement, il y a un investissement de la part des auteurs. Et après, je pense que c'est une espèce d'équilibrage. Il y a un côté un peu sadomaso quand même.
de tout ce qu'ils ont dit les uns les autres, entre on critique, on encourage, on s'inquiète, enfin il y a tout ce mélange-là. Voilà. Mais je me souviens très bien quelle était la question. Non, mais après, juste, c'est très agréable d'être lu. Et toi, tu dis que cette idée de franchise, de dire à un moment donné, là, ça va ou là, ça va pas. Mais je trouve que en tout cas, moi, c'est ce que j'attends de la part d'une éditrice, qui a un retour qui soit pas forcément tendre. Ou c'est cette idée d'ôter l'affect. Et en même temps, dire oui, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord ou je suis d'accord. C'est ça la liberté et la richesse d'une relation éditeur-auteur. Oui, puis, si je peux me permettre, j'ai l'impression aussi que, moi, ce que j'attends, ce que j'apprécie chez la personne qui m'édite, c'est aussi qu'elle va être une forme de rempart d'une certaine manière. En tout cas, au moment de l'écriture et du travail sur le texte, contre un rempart pour nous protéger de toutes les autres logiques dont a parlé tout à l'heure Catherine, sur les logiques éditoriales, les logiques de collection, les logiques commerciales, les logiques de marketing, de mise en vente quand il y en a, si le texte est supporté comme ça. Et tout ça est extrêmement parasitaire au moment du travail sur le texte. À la fois on est obligé d'y penser, à la fois je sais que l'éditeur, mon éditrice est obligée d'y penser précisément parce qu'au moment où elle a le texte, au moment où on signe un contrat, elle est déjà entrée, elle, dans une autre logique que celle qui est purement du travail sur le texte. Il y a tout ce qui va être fait pour que le texte existe dans la maison d'édition, puis ensuite aux yeux de tout le monde. Mais au moment du travail, moi, c'est vrai que c'est très appréciable, c'est souvent le cas, de toute façon, d'être complètement protégé. Alors, je sais que j'ai des collègues auteurs alors je ne sais pas si vous avez rencontré ça, mais qui eux aiment bien parler de tout ça tout de suite. Ça les intéresse vachement, les futures ventes, quelle va être la mise en place, avant même qu'on commence déjà vraiment, on est à moitié sur le texte, on n'a peut-être totalement fini le travail, et puis on va aussi penser à tout le reste. D'abord le texte, d'abord le travail sur le texte. Merci. J'ai encore une ou deux questions, mais je sais aussi que nous avons un temps assez... qui nous est imparti, comme on dit. Et est-ce que peut-être vous avez envie de poser des questions à nos invités sur ce rapport éditrice-auteur ? Une question. Ouais, bonjour. Alors, moi, je suis venu... à l'édition tout récemment avec 2 polars et j'ai 20 ans de métier de scénariste derrière moi et je voulais justement qu'on éclaircisse un petit peu un problème sur ce qu'on appelle les lignes éditoriales, parce que quand on est scénariste on n'entend que ce mot, ne vous écartez pas de la ligne éditoriale, et parallèlement dans le même discours on vous dit « étonnez-nous ». Étonnez-nous. Qui veut répondre ? Je vais juste dire quelque chose qui est un peu blague, mais en fait qui n'est pas... par rapport à cette ligne éditoriale, je pense que pour nous, éditeurs, mais je ne parle que pour moi, c'est quand même parfois une facilité pour expliquer un refus. Désolé, vous ne rentrez pas dans notre ligne éditoriale. Ça n'est pas trop méchant, c'est exactement. Et la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est juste qu'on trouve que le texte ne nous convient pas. Et voilà. En tout cas, moi, ligne éditoriale, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à comment j'adoucis mes refus. Voilà. Oui, mais tu as aussi oui, c'est vrai. Non, alors c'est en effet une raison bien pratique de résumer un truc, quoi. Voilà, c'est une raison bien pratique de refuser des textes et de ne pas dire à l'auteur on refuse le texte parce qu'il est nul, parce que ça arrive dans 95% des cas. Voilà. Non, parce qu'en fait, c'est blessant. Parce qu'en fait, les gens qui envoient des textes, ils y ont mis tout leur cœur, ils ont travaillé, ils ont... Voilà, et il n'y a aucune raison d'être blessant, il n'y a aucune raison d'être méprisant, mais c'est comme dans tous les métiers, je sais pas, entre le moment où je vais faire une table en bois et quelqu'un qui est ébéniste, forcément, moi, ma table en bois, je la trouverais très belle, mais elle est nulle, quoi. Elle me plaît. Voilà. Bon, et puis l'ébéniste,
limite, si je lui montre ma table en bois, il va me dire c'est bien, t'as bien travaillé, mais c'est de la merde ton truc. Voilà, et on le vendra jamais. C'est pas grave, parce que je cherche pas forcément à vendre ma table en bois. Mais dans l'édition, c'est vrai on reçoit. Alors, la série noire, on reçoit environ 400 textes par an. D'accord ? Ça me fait un manuscrit par jour, tous les jours, éventuellement à lire. Mais inutile de dire que sur ces 400 textes, il y en a 395 qui ont fait plaisir à leur auteur, mais personne ne mérite de lire ça. Voilà, même pas moi. Non, c'est le métier. Donc oui, pour dire qu'on n'en veut pas, on dit, voilà, ça rentre pas dans la ligne éditoriale. Voilà. Mais pour répondre plus concrètement à la question de la ligne éditoriale, la série noire, ce que je prenais comme exemple tout à l'heure, c'est qu'en effet, on ne s'attend pas dans la série noire à lire un roman d'énigmes en chambre close. On ne s'attend pas à lire une enquête d'un moine détective au Moyen-Âge. Il y a plein de textes et qui sont, c'est pas que ça sera pas mauvais, hein, c'est pas la question. En l'occurrence, c'est que juste, donc c'est en effet compliqué, c'est que il faut que ça rentre dans l'image, dans l'idée. Oui, l'identité, dans l'idée que les gens se font de la série noire, par exemple, pour se parler de ce que je connais. Voilà. Donc, après, j'ai pas fait de sondage sur ce que c'est que la série noire, est-ce que sur ce que les gens pensent qu'est la série noire, quand ils savent ce que c'est. C'est pas non plus, c'est de moins en moins gagné. Mais néanmoins, il y a quand même cette attente de lecture qu'il faut satisfaire. C'est aussi le propre du genre littéraire, c'est-à-dire que quand vous achetez un bouquin en blanche chez le libraire, ça peut parler de tout, de n'importe quoi, voilà. Quand vous achetez un polar, vous vous attendez à ce qu'il y ait un contrat de lecture sur le polar. Voilà, et on attend à ce que ce contrat soit rempli. Donc, moi, mon boulot, c'est quand même de faire en sorte, du mieux que je peux, parce qu'évidemment, c'est pas une science exacte, c'est quand même de faire en sorte que le contrat de lecture soit à peu près rempli. Et sur le étonnez-moi, évidemment, il faut que ça remplisse le contrat de lecture. Mais comme c'est le même contrat de lecture pour tous les auteurs, j'attends bien évidemment d'eux de ne pas lire tout le temps la même chose. Donc oui, c'est un truc... Oui, mais c'est aussi l'idée que le genre est hyper varié, c'est protéiforme, et que c'est, pour moi, la ligne éditoriale. Alors d'abord, je pense que c'est peut-être pas exactement la même chose entre des scénarios et des romans ou ça, c'est peut-être pas exactement la même construction et les mêmes attentes. Et après, je trouve c'est l'état d'esprit, c'est même presque plus que l'image, c'est l'identité d'une collection. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs, on est si nombreux autour de cette table aujourd'hui, c'est qu'on incarne et on représente chacun une manière de vivre ou d'imaginer le genre qui est différente. Et qu'effectivement, la collection de Gwenaëlle n'est pas la même que celle de Stéphanie, et ainsi de suite. Il n'est pas rare, honnêtement, quand on lit de bons manuscrits et dont on se dit c'est pas pour ma collection, c'est pas pour moi, il n'est pas rare qu'on se repasse les textes avec l'accord de l'auteur. Mais moi, ça m'est arrivé, je sais pas, ça nous est arrivé à toutes de se dire, et puis à toutes les deux, de se dire j'ai un truc super, je peux pas le publier dans la série noire, parfois parce qu'il n'y a pas de place non plus, hein, c'est un nombre de titres relativement fixe par an. Est-ce que ça t'intéresse ? Je te l'envoie, ou ça sera peut-être plus pour toi parce que ça sort un peu plus du cadre. Enfin, voilà. Ça m'est arrivé de faire ça aussi. On se repasse des textes quand on pense que les textes sont bons, mais qu'on sait qu'on peut pas les faire. On n'est pas la meilleure maison pour le défendre, en fait. Et ça, c'est aussi la question qu'on se pose. C'est est-ce que ce texte-là va être le mieux servi par ma maison, la façon, ce qu'elle renvoie a priori, effectivement, j'ai le souvenir d'avoir comme ça orienté. On ne prend pas toujours son téléphone parce que mais en disant, écoutez, votre texte, je pense qu'il est plutôt pour Albin, passez un petit coup de fil. On ne se fait pas toujours le relais, ça dépend, mais en tout cas, on peut conseiller aussi. Et ça, c'est une vraie réponse à voilà. Mais pourquoi ? Alors, donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les 95% de romans qui sont nuls,
Donc, oui, un petit peu. Bon. Alors, il y a ceux qui sont dans une autre ligne éditoriale, ça j'ai bien entendu. Mais ceux qui, même s'ils ont mis tout leur cœur, tout leur affect, pourquoi pas dire à celui qui a écrit, tout simplement, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas publiable. Essayez, si vous voulez, travailler vos textes. Il y a une personne qui a trouvé la solution, qui s'appelle le tampographe Sardon. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un gars génial qui fait des tampons. Et il a fait une série qui s'appelle la collection des tampons pour éditeurs. Donc c'est pour avoir des réponses à tout. Et il y en a un qui dit nous avons la joie de vous annoncer que nous allons publier votre manuscrit, mais cela ne changera rien à votre vie de merde. Ça, c'est la première option. Il y en a un deuxième où c'était votre manuscrit est tellement mauvais que... en poudre et mélangé à du yaourt. Non, c'est ça. Ouais, non, mais je pense que c'est hyper... Moi, je trouve que, en fait, humainement, c'est extrêmement dur et je suis pas Dieu, en fait. Qui je suis pour dire à quelqu'un que son manuscrit est de la merde, quand bien même je le pense. Mon opinion, là, à ce tarif-là, je la garde pour moi. Oui, puis je peux la dire à mes amis, en disant vraiment c'était de la merde, mais ça reste entre nous, quoi. Moi, je prendrai jamais cette responsabilité-là et personne ne doit la prendre de parler. C'est trop violent, trop difficile. Mais c'est entretenir la personne sur le fait. Pas forcément. En plus, il y a quand même une forme de subjectivité là-dedans. Moi, je peux trouver, par exemple, un manuscrit... Non, sur les mauvais textes, il n'y a pas de subjectivité. J'aurais essayé. Excuse-moi. Oui. Elle dit n'importe quoi. Et puis, il y a aussi une marge d'évolution. Et puis, moi, je suis aussi professeur de français. D'accord. Si je mettais sur les copies, mes élèves, quand c'est des mauvaises copies, c'est nul, c'est à chier, tu auras jamais 20, renonce. Je veux dire, je vais avoir... donc, je mets... déjà, il y a les parents, donc je mets tu vas progresser, ce n'est pas trop mal. Il y a une idée de tirer vers le haut plutôt que de pousser la tête. On peut dire à l'auteur qu'on a lu. Vous allez progresser. Non, mais progresser. Vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale. Pensez, j'ai une marge de projet pour y entrer. Donc en fait, la réponse aussi qui est à peu près la même, c'est quand on vous dit étonnez-nous, dire continuez dans votre truc, puis on verra bien plus tard. Il y a une autre question derrière vous. Oui, bonjour. J'ai pris la réflexion un peu en cours de route, donc je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Moi, ce que j'aimerais quand même savoir, c'est justement en tant que femme, comment, alors vous avez réussi quand même aussi peut-être à vous implanter, entre guillemets, dans ce milieu quand même d'édition qui est assez masculin. Et quand vous parlez justement de la relation avec l'éditrice, etc., est-ce que cette relation diverge si on a affaire à un homme, à une femme? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a une relation beaucoup plus soft? Ou est-ce que, d'après ce que j'entends, ça peut être aussi assez rigoureux. Mais moi, c'était un peu l'intérêt de cette rencontre, c'était de voir aussi, alors on ne va pas rentrer dans des discours très, très, très poussés là-dessus, sûrement, mais voilà, vous, en tant que femme, vous êtes quand même sur des milieux, des thématiques qui ne sont pas forcément... au départ, alors on a évolué, j'espère, mais tout indiqué pour les femmes. Et donc vous avez quand même, on le voit, vous avez réussi. Donc comment ça se passe On ces va relations? vous répondre, donc voilà. Juste, moi j'ai bossé avec un éditeur, je pense qu'il n'y en a pas énormément finalement des éditeurs et que c'est pas un truc de... Mais bon, et j'ai bossé avec un éditeur et je vais faire référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas en termes d'affect ou d'identité un homme, une femme, je pense qu'on fait abstraction de ça et qu'à un moment donné on est dans une relation d'humain à humain, de confiance à confiance et il me semble, moi, tel que je l'ai vécu. Non mais regardez cette table. Il n'y a que des meufs quasiment, sauf Marin et Hervé. Mais c'est parce que les femmes sont des hommes comme les autres. Non mais les lecteurs sont des lectrices. C'est les très auteurs féminin tout ça. sont des autrices. C'est normal aussi que les éditeurs soient des éditrices. C'est le grand remplacement. Ça y est, on a pris le pouvoir. Oui, moi je suis publiée chez Fayard où je fais des essais, je fais pas que de la littérature, d'imaginaire, je fais aussi des essais historiques chez Fayard.
Et j'étais, je sais pas, il y a peut-être un an dans leur ascenseur où il y a la totalité de l'organigramme. Hein. Premier étage, il y a machin, machin et machin. Deuxième, etc. J'ai compté, il doit y avoir un homme par étage et grand maximum. C'est très très féminin comme métier. Voilà. Par contre, ouais, le 7e étage, voilà. Le PDG, dans tous les cas, c'est Vincent Bolloré. Faut savoir. D'autres réactions à cela? Marin Ledin, vous qui êtes l'homme d'une table féminine, puisque je ne compte pas. À vrai dire, mes interlocuteurs dans le milieu de l'édition, c'est quasiment toujours exclusivement des femmes, ce qui fait que je me suis d'emblée pas forcément posé la question. Mais effectivement, quand il est question de sous, quand il est question d'envoyer un courrier pour récupérer des droits, ou en général, mon interlocuteur est un homme. J'en tire pas de conclusion particulière, hein, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Après, je rejoins complètement Rachel sur la manière de travailler. On est surtout en train de bosser sur un texte. J'ai une personne avec qui je m'entends, avec qui on peut travailler, qu'elle soit un homme ou une femme, ça ne changera pas grand-chose. Merci. Une dernière question, peut-être, parce qu'il faut laisser la place. Ma question portait sur les rapports pathologiques entre auteurs et éditeurs. Je vais donner un exemple, parce que c'est aujourd'hui son anniversaire, et il sort du champ du roman noir. C'est l'exemple de la relation pathologique d'Yves Navarre et de ses différents éditeurs. Tout n'est pas toujours très rose entre l'éditeur et l'auteur. Et Madame l'a un peu évoqué tout à l'heure, quand elle a fait le rapport avec son métier de prof et d'élève. Ou bien l'auteur va prendre son éditeur pour un super prof, ou bien, encore pire, comme un père de papier, comme disait Yves Navarre. C'est une question que vous avez évoquée, pas évoquée directement, mais on la sentait sous-jacente. Donc vous sous-entendez que vous seriez nos mères de cœur. Je crois que ce que d'essayer de dire monsieur, c'est qu'il y a des sociopathes aussi dans le... Voilà. Bon, bah, et statistiquement... Non mais, plus sérieusement, je crois que dans l'intitulé du débat, il y avait la notion d'alchimie. Oui. Donc dans cette relation-là, effectivement, ça prend pas, il y a des moments ça pète, il y a des auteurs qui sont chiants, enfin, objectivement. Enfin, de grands auteurs, par exemple, Navarre a eu le Goncourt. Ah oui, mais ça vous pouvez être très chiant et très talentueux, ou l'inverse, c'est pas proportionnel. Non, mais ça peut être compliqué, mais on a chacun nos personnalités, on a chacun nos... Donc après, de là à se dire que tout de suite on est dans la pathologie... Il peut y avoir une part. Mais en fait, dans tout type de relation, je pense que dans une relation professionnelle, vous avez, enfin, le burn-out est en train de devenir le mal du siècle. Vous avez des choses qui peuvent se déséquilibrer. Et puis il y a effectivement, et ça on l'a évoqué un peu là, il y a aussi un rapport, alors qui n'est ni un rapport de force ni un rapport de hiérarchie, mais qui est un rapport quand même de décision, mais qui est basé sur l'échange, plus ou moins, mais il y a un moment, il faut décider quelque chose, on est d'accord, pas d'accord. Donc tout ça, ça s'équilibre normalement, globalement, à la fin, on se met peu sur la gueule quand même, si. La particularité peut-être de ce milieu professionnel-là, pour en avoir expérimenté d'autres avant, c'est que les frontières entre celui qui est le dominant et celui qui est le dominé, ou celle qui est la dominante et celle qui est le dominé, bon, je ne vais pas faire tous les cas de figure, vous avez compris, sont variables selon le moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a le moment par exemple de la prise de décision, on prend le texte ou pas. Bon, l'auteur ou l'autrice peut se sentir à ce moment-là assez vulnérable, il ne sait pas très bien où il en est par rapport à son texte, le précédent c'est très mal vendu, enfin, ça peut être un moment flippant. Il y a le moment où l'auteur vient d'avoir un prix, ou l'autrice vient d'avoir un prix, où son livre se vend super bien, où d'un seul coup c'est elle ou lui le roi et la reine, ou la reine. Et c'est le moment où l'auteur en a un peu marre de sa directrice de collection et va taper directement à la porte au-dessus en disant oui, elle m'embête un peu, j'aimerais bien travailler avec une autre personne, ou il y en a qui font ça aussi.
peut-être plus souvent des hommes que des femmes, je sais pas, ou peut-être que c'est égal. Donc c'est vrai que c'est une relation qui est très très variable de ce point de vue-là. À un moment donné, on est en toute puissance. À un autre moment, on est au contraire totalement à la merci d'une prise de décision. Bon, ce sont des relations humaines, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un contrat de travail très clair qui dit tu es mon N+1, tu es mon N+2, je suis ton subordonné. Ça ne marche pas comme ça. Pour autant, il y a quand même des rapports de travail qui sont du coup rendus un peu complexes par ça. Vous avez très bien répondu l'une et l'autre à la question. Ah merci, j'ai cru qu'il répondait mieux que moi. Bah, écoutez, je vous propose d'aller retrouver nos auteurs et leurs éditrices sur le salon, et puis je vous remercie beaucoup tous